Bonjour, bienvenue dans cette conférence sur le système émotionnel, sur la capacité de perception de nos pensées, de la clarté mentale et donc de la santé mentale. Je m'appelle Germain Linder, je suis amourologue, je suis ici pour vous présenter donc mes recherches sur la capacité de la conscience à comprendre et à résoudre les problèmes émotionnels et aussi à percevoir clairement notre pensée. Pourquoi c'est important? La capacité de raisonnement logique et finalement la capacité d'intelligence est une capacité psychique de base qui est altérée par notre relation aux émotions. On le voit, de nombreuses émotions entraînent des biais cognitifs. C'est voyant dans le cas de responsabilité vis-à-vis de la colère, par exemple. Quelqu'un en colère n'assumera rarement ses responsabilités. On le voit clairement dans le cas de dépression. Quelqu'un affecté par tout état négatif de peur va souvent rejeter la faute sur les autres. Quelqu'un désespéré va faire souvent n'importe quoi pour s'en sortir, et ainsi de suite. Donc, la capacité de logique, la capacité de réfléchir clairement, sainement, de manière lucide et responsable, elle n'est pas forcément innée puisque notre structure cérébrale est conditionnée à la manière dont elle a été formée. On ne va pas utiliser le mot éduqué parce que ça rejette encore la faute sur l'éducation. Et c'est plutôt une structure qui est interne, qui est liée à notre l'énergie, comment l'énergie circule dans le cerveau vis-à-vis des synapses et des neurones. Donc, imaginons qu'on a un réseau, enfin on n'imagine pas, c'est en fait, on a un réseau de neurones qui s'activent par défaut. C'est-à-dire que la bioélectricité et la chimie cérébrale ont tendance à répéter les mêmes schémas parce que le cerveau est et même la structure entièrement, la structure complètement psychologique a pour but de, de, de favoriser la survie et donc l'économie d'énergie. Et pour économiser l'énergie, elle fait le chemin, elle va au chemin le plus simple dans le cerveau. C'est-à-dire que une impulsion bioélectrique va prendre le chemin par défaut, le chemin le plus rapide. Et c'est toujours donc le même chemin qu'elle prend. Donc en fonction de la structure neuronale, de la manière de penser qu'on a, on va avoir des pensées récurrentes. Et c'est comme ça que naissent les obsessions. C'est compliqué à s'en sortir parce que la structure, pour, pour reconfigurer le cerveau, même s'il a une plasticité cérébrale, il faut maintenir à haute intensité la, la, le degré de réflexion dans lequel on veut aller. C'est-à-dire que pour reconfigurer le cerveau, il faut donc créer de nouvelles connexions synaptiques en répétant ce qu'on fait par donc l'éducation, en répétant les choses. Donc c'est pour ça qu'il faut par exemple quand on apprend répéter les mouvements ou apprendre, il faut répéter la- le- les cours et ainsi de suite. Hein. Donc là-dessus, donc
où on veut en venir par rapport à la santé mentale. C'est important de prendre conscience de deux choses. Premièrement, il faut considérer que le cerveau est d'abord influencé par le système hormonal et donc le système émotionnel qui affecte grandement notre capacité de réfléchir clairement, mais aussi il est affecté par notre volonté de conscience, c'est-à-dire notre capacité à mobiliser l'énergie, donc notre pensée de manière claire et limpide. On peut très bien penser de manière ce qu'on appelle mécanique, automatique. C'est une pensée qui vient sous-adjacente souvent au principe même du subconscient ou comme je viens de l'expliquer, au schéma de raisonnement par défaut qui est donc le structure neuronale par défaut. Donc, il y a ces deux facteurs principaux, la volonté et ce qu'on va appeler donc la motivation, mais l'émotion, qui affectent notre capacité à penser. Et donc, il faut distinguer aussi le mental de l'intelligence. C'est-à-dire que dans l'intelligence, il n'y a pas d'émotion. L'intelligence, c'est une capacité justement de raisonnement qui se fait en dehors des émotions. Et il faut bien distinguer ça. Dire que une émotion n'a pas d'autre raison que donner une information, souvent de bien ou de mal, ou de positif ou de désagréable au corps. Dire que ce qui est positif pour soi, etc. Alors que c'est là qu'il faut bien distinguer les choses. Si on prend le cas de l'émotion amoureuse, souvent on est conditionné automatiquement à préférer les choses qu'on aime, c'est logique, hein, on a une préférence, et à esquiver les choses qu'on n'aime pas. Le problème, c'est que si on s'en réfère donc au système émotionnel, lui, il n'a pas le raisonnement logique de distinguer clairement ce qui est bon pour lui ou ce qui est mauvais pour lui. C'est-à-dire que le système émotionnel, il aime ou il n'aime pas, d'accord, on a vu ça, mais on a aussi, il faut, cette émotion, elle est créée par notre schéma de pensée, notre impression, notre structure neuronale finalement, parce que notre personnage, il est, il est créé, de manière neurologique finalement. C'est-à-dire que on a une configuration la configuration de notre personnalité, on peut dire, est le résultat de notre corps humain, corporalité, on va dire. Et donc, la conscience peut percevoir tout cela et influencer de manière plus intelligible toute la structure psychologique et reconfigurer la structure psychologique en fonction des besoins, en fonction des nécessités même, parce que des fois les besoins deviennent des nécessités, ou même en fonction des désirs. Ce qu'il faut faire donc attention, bien sûr, c'est que il faut bien prendre soin au préalable de s'assurer que la reconfiguration soit adéquate à tout cela. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, il faut maintenir le cerveau dans une haute intensité de conscience. On va dire ça comme ça, mais
on va plutôt le dire autrement, on va dire dans une autre activité cérébrale. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu au début, l'activité cérébrale par défaut, elle est quasiment automatique, quasiment mécanique, robotique on peut dire. Et si on veut avoir l'intelligence de reprogrammer notre perception, de reprogrammer notre capacité de logique qui peut être altérée donc par justement une préférence, c'est-à-dire que ce qui est bon pour nous, c'est les légumes et les fruits. Et si notre préférence, c'est le chocolat, je parle un peu pour moi, on sait que les légumes et les fruits, c'est meilleur pour la santé. L'intelligence veut que, même si on préfère le chocolat, il faut savoir il faut savoir se diriger, avoir la capacité de volonté de prendre la discipline, de respecter la discipline nécessaire. Et ça se fait uniquement par un schéma un acte de conscience. C'est-à-dire qu'inconsciemment, la mécanique par défaut, même si on en est conscience, on va laisser faire l'énergie de l'émotion. Parce que l'énergie de l'émotion, elle est souvent plus lourde, plus dense que la force de volonté. Et c'est un rapport de force entre l'énergie de la volonté et l'énergie de l'émotion. C'est-à-dire qu'une émotion forte va nous influencer dans un sens. Cette influence, si on n'a pas la volonté de la maîtriser, on est esclave de l'émotion. J'utilise volontairement le mot esclave parce que le mot n'est pas assez fort pour vraiment exprimer à quel point on peut être influencé par son système émotionnel. C'est-à-dire qu'un être humain lambda, il est tellement influencé par son système émotionnel qu'il peut très bien perdre le contrôle de lui-même face à une émotion forte. C'est ce qu'on appelle une crise de nerfs, et c'est très récurrent, et c'est même presque légiféré anormalement par la société par un moment, puisque même même la justice le légifère dans certains cas. Donc on en est là pour l'instant. C'est-à-dire que pour l'instant on n'a pas donné les clés à l'éducation pour justement maîtriser son système émotionnel. Et il en résulte que la société légifère anormalement des comportements émotionnels anormaux. Et donc, il faut bien sûr distinguer la santé mentale d'un autre facteur. C'est aussi, il y a, donc, dans tous ces schémas qu'on a vus, la structure, l'intention peut être déviée par rapport à l'action. C'est-à-dire que même si mon intention est de faire le bien, je peux par déjà maladresse faire une erreur, ça c'est possible, hein. Mais en plus, par volonté de bien faire, je peux aussi vouloir en faire trop. Ainsi de suite, il y a beaucoup de cas de figure où on peut considérer que il est nécessaire finalement de nettoyer l'émotion pour mieux réfléchir. Alors ce que j'appelle nettoyer l'émotion, c'est la charge émotionnelle qu'on porte anormalement. Alors le corps, même le cerveau, on va partir sur le cerveau, quand on dort, nettoie les émotions. C'est un peu ce qui se passe dans nos rêves, hein. On rêve, en fait on a une perception le subconscient utilise
le nettoyage qui est en train de se faire dans le cerveau, donc des pensées de la journée qui sont en train de nettoyer, peut-être même trier dans la mémoire ou quoi. Et il crée des images avec ça qui n'ont souvent rien à voir, mais qui sont juste là pour en fait qu'il est en train de traiter l'information, quoi. Et donc, il faut reprendre ça ici. Il y a différentes techniques de nettoyage émotionnel. On connaît bien sûr l'EFT, le MDR, l'hypnose, la, la transe peut permettre aussi certaines formes de transe, bien sûr. Et puis parfois, ce qu'on appelle simplement lâcher prise, les techniques corporelles comme la Gestalt, je crois que ça s'appelle, oui, voilà. Enfin, il y a beaucoup de la sophrologie, bien sûr, enfin, on peut en citer énormément, des techniques de libération émotionnelle, hein, qui vont marcher, bien sûr, très bien, généralement, mais qui ne sont pas pris en compte dans des petites situations où pourtant il faudrait le prendre en compte. Je parle par exemple d'une petite jalousie. La jalousie peut paraître petite, mais si elle est récurrente sur le long terme, c'est quand même une charge émotionnelle qu'il faudrait considérer. C'est-à-dire que quand on a un rhume, on a le nez qui tousse, c'est un symptôme donc physique qu'on comprend naturellement parce qu'il est très gênant, et on va chez le médecin. Par contre, la psychologie à 50 ans, elle a encore du mal à se faire accepter, hein, parce que dans la société, c'est là où ça devient intéressant. Aller voir un psychologue, c'est considéré, ou un psychiatre, c'est considéré comme un trouble mental, avoir des problèmes mentaux, et c'est très, on va dire, c'est mal vu, et donc par orgueil, par même vanité, par honte, ouais, on va pas oser aller se soigner, et donc on va pas aller chez le psychologue. Alors bien sûr, il y a le prix du traitement qu'il faut prendre en compte et que tout le monde ne peut pas payer ce genre de soins. Mais ça devient de plus en plus accessible, hein, puisqu'il y a comme je l'ai dit, il y a beaucoup de techniques alternatives. On peut même faire ça soi-même sur Internet avec quelques exercices sur YouTube, hein, de méditation sophrologique ou hypnotique sur la libération émotionnelle. Il y a beaucoup de thérapeutes qui proposent des vidéos là-dessus. Et, et donc, pourquoi c'est important de se libérer d'une petite jalousie ou d'une petite rancœur ou d'une petite pic émotionnelle ou quoi? Parce que si on garde cette charge émotionnelle, elle va se durcir, elle va s'endurcir et elle va altérer notre réseau de pensée, notre manière de penser, et elle va même devenir une sorte de réflexe cellulaire. Alors là, faut comprendre on a des réflexes nerveux, mais les cellules aussi réagissent à notre environnement. C'est-à-dire que chacune de nos cellules perçoit nos émotions, l'ensemble de notre corps perçoit l'émotion. Et une émotion, comme on l'a dit au début, c'est une chimie, donc une altération chimique de la. Donc, toutes les cellules vont ressentir cette émotion, le ressentir de manière physique, donc au niveau de l'apport énergétique. Même le corps va, par exemple, se raidir, donc respirer moins bien s'il est apeuré. Il va se tenir différemment, donc il va encore altérer la respiration. Et donc, on constate qu'il y a beaucoup de schémas de pensée, de schémas émotionnels qui vont devenir des sentiments récurrents les sclérosés ont finalement une émotion qui est censée durer 12 secondes, parce qu'une émotion ça dure 12 secondes dans le temps d'une respiration, quoi, hein. On a une émotion, c'est une information, et si si elle a la même émotion quelques minutes plus tard, c'est que c'est en train de se durcir et devenir un sentiment.
C'est-à-dire que normalement, si une émotion dure plus de 3 jours, c'est qu'il faut vraiment s'inquiéter, quoi. Normalement, on est censé en être là. Euh, C'est-à-dire que c'est un symptôme qu'on devrait traiter, mais qu'on a tendance à légiférer, quoi, hein. Donc je l'ai dit, il y a plein de cas de figure qu'on légifère anormalement. Ça peut être le cas de petite anxiété, hein. Souvent, on reste avec un comportement anxieux longtemps. Alors bien sûr, il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, hein. Je ne fais pas l'apologie des traitements. Ça peut être difficile de trouver une bonne thérapie pour soi, parce que pour l'instant, la psychologie, comme je l'ai dit, elle est encore jeune, hein, c'est encore assez nouveau. On n'a pas encore toutes les capacités de comprendre les mécanismes énergétiques qui sont en jeu, surtout qu'on n'a pas les outils non plus de perception euh, énergétique. C'est-à-dire que pour l'instant, on le voit, on arrive à localiser dans le cerveau euh, et à envoyer, à magnétiser certaines zones du cerveau pour justement changer des états dépressifs. Au niveau de la chimie, on se rend compte qu'on est capable de bloquer certains états, mais ça devient très vite addictif pour le cerveau qui ne produit plus la chimie de la même manière, et du coup, ben, en plus d'altérer les capacités du foie à une bonne digestion, ça altère donc la capacité du cerveau à réguler son état par lui-même. Donc, euh, toute la science avance très vite à ce niveau-là, mais pour l'instant, on est encore à ce stade où on est en recherche, quoi. Il y a de la recherche. Seulement, au niveau énergétique, là, ce que je vais vous expliquer ici, on peut modifier par une volonté interne notre capacité cérébrale. Et c'est ce qu'on fait en hypnose euh, avec l'aide du subconscient. Comment ça se fonctionne? Alors, j'ai dit hypnose, mais ça peut être aussi pas forcément l'hypnose en elle-même, ça peut donc être la sophrologie, ça peut être alors le MDR. Euh, comment ça fonctionne? La, la conscience. On va prendre le champ de conscience comme un champ énergétique. Quand le champ de conscience se concentre au centre du cerveau, donc quand on est conscient donc de nos pensées déjà, pour commencer, on peut percevoir énergétiquement la dynamique énergétique du cerveau, et donc percevoir aussi le, la structure de pensée qu'on a à l'intérieur. Et cette structure, on peut donc l'orienter, la modifier à volonté. C'est puisque c'est un principe de volonté même en fait, hein, puisque la volonté a une action directe sur la structure énergétique. Et, et donc si on arrive avec assez d'intelligence à dynamiser et à maintenir avec une forte attention, parce qu'il faut du temps quand même pour que la, la structure chimique du cerveau se modifie, hein. Ça se fait pas en. Normalement, on dit que ça se fait en 3 semaines, un mois. Faut compter bon. Pour être un peu plus sérieux, il faut compter bien 3 mois, hein, pour avoir des bons résultats. Bien que sur le système émotionnel, 3 bonnes heures, généralement, ça peut vraiment nettoyer en profondeur, hein, le système émotionnel. Ça peut déjà être sympa. On va dire 3 jours pour vraiment bien nettoyer tout le système. Surtout si on rajoute une transe par derrière, pour vraiment redynamiser en plus le système avec du repos. Parce qu'il faut, comme je viens d'expliquer, ça demande beaucoup d'énergie. Euh,
Et souvent, le système est sous-énergisé. Comme j'ai expliqué, le cerveau a tendance à être en économie d'énergie et on a tendance à gaspiller notre énergie dans des schémas émotionnels qui sont finalement presque instinctifs, c'est-à-dire réactionnels par rapport au- à toute la structure psychologique. Donc, je résume en quelques mots ce que je viens de dire. Notre santé mentale dépend principalement de notre capacité de raisonnement logique et il faut prendre deux facteurs en compte. Le système émotionnel qui affecte par altération de la perception notre capacité de raisonnement et la volonté intrinsèque même de la conscience et de l'intelligence, donc de notre psyché, à moduler notre détermination, notre volonté vers un schéma sérieux de ce qui est bon pour nous, de manière donc logique et réfléchie. Parce que si c'est pas justement réfléchi, l'émotion va légiférer, va s'auto-légiférer finalement. Parce que l'émotion, comme c'est chimique, ça peut devenir une drogue en fonction de l'intensité qu'elle fournit au système. Une émotion forte, même désagréable, peut être vécue comme j'ai essayé de l'expliquer par rapport à une émotion négative tout à l'heure, peut être, euh, peut être vécue au niveau de la conscience comme une sorte d'adrénaline, une forme de... on le voit dans le syndrome de Stockholm, hein, c'est-à-dire qu'on finit par aimer la personne qui nous fait souffrir, parce que finalement, c'est l'intensité qu'elle nous donne qui nous donne le sentiment d'exister. Alors, ce sentiment d'exister, on devrait l'avoir dans notre champ de conscience, seulement au niveau énergétique, seulement la capacité de perception de la conscience, elle est souvent résolue à nos sensations et à nos émotions et à nos bases pensées. Dire que c'est rare d'avoir des pensées intelligibles, intuitives de haute qualité. On est souvent dans un schéma de pensée, donc comme toujours le même principe, récurrent. Et c'est rare d'avoir une idée de génie, par exemple. Pourquoi? Parce que ça prend du temps déjà de réfléchir pour le cerveau. Parce qu'il faut déjà que la structure neuronale se restructure et s'oriente vers quelque chose de nouveau. Sinon, elle va toujours on va finir par toujours avoir envie de la même chose, toujours envie de désirer la même chose, ainsi de suite. Et sachant que, comme de la drogue, ça veut dire que c'est pas forcément bon pour nous. Et ça peut être le cas des émotions, c'est-à-dire que des fois on a un type d'émotion qu'on aime bien, finalement, qu'on va légiférer, et c'est pas forcément bon pour nous. Et ça, c'est très difficile à comprendre déjà. À percevoir aussi, parce que, comme je l'ai expliqué, la conscience ne se perçoit pas d'elle-même. C'est-à-dire que on peut tout percevoir sauf la conscience elle-même. Mais on arrive à concevoir justement que la conscience, dès qu'on a conscience de quelque chose, on arrive à concevoir que c'est la conscience qui le perçoit. Et c'est pour ça que c'est très compliqué d'expliquer de manière intrinsèque la conscience en elle-même. Maintenant,
il y a une stratégie, on va dire une technique, qui consiste donc à... Yeah, a masterclass. Il y a donc une conscience, la qualité de perception va dépendre de notre concentration. Voilà, c'est le mot important ici. De notre concentration énergétique. Donc, il faut prendre la conscience dans son champ de conscience, donc dans son champ énergétique. Il faut concentrer donc la conscience en son centre. C'est ce qu'on appelle être centré. C'est la chose la plus importante qui soit en termes d'incarnation. C'est-à-dire que on devrait être centré constamment au maximum de nos capacités, et ça tout le temps. Il faudrait donc marteler cette idée pendant longtemps pour qu'elle soit comprise, et il faut travailler quelques semaines, quelques mois avant d'en prendre conscience. C'est-à-dire que ce que je viens de dire n'a de sens que si vous pratiquez les exercices nécessaires à cette capacité de perception de la conscience. Comme je l'ai dit, c'est la chose la plus importante qui soit. Donc, une fois qu'on a réussi à prendre conscience de tout cela, qu'on a concentré suffisamment de conscience en soi, donc au centre de sa conscience, on arrive donc à... c'est pas un état, mais c'est un point de concentration où on est capable d'une perception accrue de notre structure énergétique. Et donc psychique, et donc de notre structure mentale, neurologique, de notre structure émotionnelle, physiologique, instinctive. Donc on a une meilleure compréhension de notre psychologie, de notre personnalité, de notre même comportement. Et on est plus enclin à la capacité de raisonner notre comportement. En quoi donc ça nous intéresse? Si on veut optimiser donc notre comportement vers un choix stratégique bien plus adapté à nos besoins, il est souvent important donc d'avoir conscience déjà d'où vient le problème et de comment le résoudre. Maintenant, comme j'ai essayé de l'expliquer, c'est la structure du cerveau qui engendre donc la structure, le schéma psychologique, le schéma donc de perception qu'on a de nous-mêmes, donc des qualités intérieures qu'on peut appeler la confiance en soi, l'estime de soi, et même la perception que les autres, enfin du regard de l'autre, c'est-à-dire que c'est souvent une forme de croyance. Cette croyance, elle a été structurée par le système émotionnel, comment on a vécu les émotions graduellement, comment on a été construit psychologiquement par notre vie en fait, hein, puisque chaque étape de notre vie a structuré en nous un schéma soit nerveux, donc le système nerveux c'est aussi notre cerveau, puisque le cerveau c'est un centre nerveux finalement, hein, c'est une densité nerveuse, hein, et le schéma cellulaire qui lui aussi va à une forme de réaction cellulaire, c'est-à-dire que nos cellules réagissent à nos émotions et à l'environnement. Et donc l'environnement ça comprend aussi
notre entourage, donc nos proches, notre relation à notre patron, à notre conjoint, etc. Et c'est important de noter que finalement, on a chacun, enfin, on a un comportement adapté à chaque personnalité qui on rencontre. Sauf si justement on a fait un nettoyage en amont du système émotionnel et de notre capacité donc à percevoir tout cela, à prendre conscience de tout cela et à adapter donc de manière plus naturelle notre personnalité. C'est-à-dire que notre personnalité n'est pas figée. Euh, c'est rare que les gens changent, c'est vrai, mais on peut changer si on en a la volonté. Et donc, il faut travailler sur soi, commencer par une introspection, des états de concentration où donc on va activer euh, un état de réflexion déjà, parce que l'introspection méditative a pour but justement d'activer les fréquences cérébrales au niveau gamma, donc à un état élevé de, de cérébralité. Ça marche aussi comme ça. Et puisque c'est le cerveau qui est aux commandes donc, du corps, hein, et c'est la conscience qui est aux commandes du cerveau. Il faut prendre aussi ça en compte. Et, et donc c'est la conscience qui est aux commandes du système émotionnel, puisque les émotions sont générées par le corps. Hein. Et donc quand on a une colère, on peut très bien la contrôler. Généralement, quand c'est notre patron qui nous met en colère, on a tendance à pouvoir réfréner assez facilement cette colère parce qu'on sait qu'il y a des conséquences, par exemple. Et donc, on va garder cette colère à l'intérieur. Et puis, on va la projeter sur nos proches, généralement juste après, parce qu'on ne va pas nettoyer forcément l'émotion, la charge émotionnelle qu'elle a été induite. Et donc, toutes ces charges émotionnelles, il y en a beaucoup. Il faut donc les nettoyer de temps en temps. Et sinon, on va penser toujours la même chose et c'est pas forcément idéal pour nous. Ça peut être le cas, donc ça va altérer aussi notre estime de soi, hein. Ça va altérer la confiance en soi, puisque la confiance en soi a été bâtie étape par étape en fonction des succès qu'on a eu dans la vie et de notre manière de penser qu'on a eu de nous-mêmes finalement, ou du regard des autres, ou de l'approbation des autres, etc. C'est très difficile d'avoir une confiance en soi qui est intérieure, de la ressentir physiquement, on va dire. Normalement, on devrait en être capable justement d'avoir la conscience de notre force intérieure. Et cette force, finalement, elle est liée à notre capacité énergétique de volonté et de concentration. Donc on revient sur le point de la concentration. C'est le point fondamental. Il faudra donc sûrement d'autres vidéos pour en parler. Donc là, je reviens sur l'idée globale, parce que j'étais parti pour un résumé de 5 minutes et je vois que ça fait 20 minutes. Donc, la santé mentale, c'est donc notre capacité de conscience, de volonté à orienter, à distinguer notre capacité de pensée, de raisonnement logique. Et parce qu'il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas que les émotions qui altèrent aussi notre capacité logique, il y a aussi notre perception. C'est-à-dire que on se fie instinctivement à nos sens, c'est-à-dire qu'on a tendance à croire ce qu'on voit, mais on oublie souvent qu'un verre d'alcool et on voit double. On oublie souvent que notre perception peut être faussée
on peut croire avoir entendu quelque chose, alors que finalement le son a plus ou moins dévié dans l'espace et on n'a pas perçu avec exactitude ce qui a été dit, et partir sur une émotion forte alors que la personne a dit bonjour et on avait compris autre chose, hein. Ça arrive assez souvent qu'il y ait des malentendus de ce genre. Ça peut même causer des drames d'ailleurs. Donc, le mental a tendance à se fier à cette perception, mais même les perceptions, euh, il faut les analyser au sens intelligible et il faut en être capable de rationalité par rapport aux émotions. On le fait quasiment instinctivement, c'est-à-dire que quand on entend quelque chose, un bruit bizarre par exemple, on va aller voir pour s'assurer de ce que c'était. C'est-à-dire qu'on ne va pas se fier forcément à nos sens directement, mais on va prendre en compte, euh, on va prendre en compte que plusieurs sens euh, peut, peut justement donner une meilleure compréhension de ce qui s'est passé dans la situation ou enfin, une meilleure. Plus on a de sources d'informations, plus on peut légiférer si l'information est bonne ou pas, finalement. Et ça, c'est aussi vrai dans notre capacité de raisonnement sur la, si on veut raisonner donc de manière logique, hein, sans biais cognitif, et donc s'assurer que notre raisonnement est juste est assez important. Ça prend du temps. Et ce temps, on ne le prend pas forcément naturellement. C'est-à-dire que réfléchir, comme ça prend du temps, des fois ça peut même faire mal à la tête hein, si on réfléchit trop fortement trop longtemps. Mais c'est important parce que c'est comme ça qu'on fait travailler l'intelligence finalement et qu'on va finalement évoluer, puisque c'est le but, hein, c'est d'évoluer. Euh, donc cette réflexion est importante et il faut prendre le temps de la faire. Et comment on la fait? Donc, il faut donc s'assurer déjà que les informations qu'on traite sont justes. Et quand c'est des informations qui sont du type imaginaire, ça devient assez compliqué. Car le mental... Wow, excusez-moi. Ok, alors le mental, lui, il imagine toujours des choses. C'est-à-dire que là, mon téléphone vient de sonner, la première chose que je pense, c'est à qui peut m'appeler, par exemple. Et alors que je sais très bien que généralement, bah voilà quoi. Et donc, j'imagine la personne qui peut m'appeler et je vais vérifier l'information. C'est et donc comment dire, ce qui est important de noter donc c'est si l'information est juste, euh, en- on peut structurer une pensée logique à partir d'une information juste. Mais le mental, lui, dès qu'il manque d'informations, il va utiliser l'imagination. Donc c'est un point important, je vais le répéter. Dès que le mental, donc notre capacité de perception, de conscience n'est pas assez concentrée efficacement sur ce qu'on cherche à percevoir, il va utiliser l'imagination pour compléter le vide, pour donc chercher l'information qu'on a besoin pour notre raisonnement. C'est comme ça que naissent les sentiments de jalousie ou enfin beaucoup de sentiments finalement naissent comme ça. C'est-à-dire on va s'imaginer des choses et, et par rapport à cette imagination, on va créer une émotion ou même une pensée, hein, donc
et une croyance, une logique qui va se structurer par rapport à ce qu'on a. Bah, c'est le cas de Dieu, hein, typiquement. C'est-à-dire que comme l'homme ne comprend pas le monde et l'univers de manière logique et rationnelle, instinctivement, de manière intuitive, de manière intelligible, et ben là où son intelligence s'arrête, il commence à imaginer euh, une, un, un schéma, enfin une solution pour donner, euh, pour compléter son ignorance finalement. Et donc, dès qu'on ne sait plus pourquoi ou comment ou le destin ou quoi, et ben on va dire que c'est Dieu, et puis voilà, ça résout le problème. Ça simplifie énormément notre capacité, notre système émotionnel à gérer notre ignorance, parce que notre ignorance peut être vécue comme une honte vis-à-vis de notre intelligence, alors que on devrait toujours considérer notre intelligence comme une capacité illimitée, si on prenait le temps d'y réfléchir, finalement, puisque notre intelligence, comme je l'ai dit, demande du temps de réflexion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre forcément à jouer du piano en quelques secondes, mais on peut apprendre à jouer du piano de manière intelligible en prenant des cours de piano, donc, avec un professeur de piano et avec du temps. Donc ça se travaille, notre intelligence se travaille, notre réflexion se travaille, et il faudrait toujours partir du principe que notre capacité de comprendre, notre capacité d'intelligence peut se perfectionner à partir de ce travail de volonté, de conscience, et ne pas légiférer donc l'émotion qui a peur de son ignorance, qui a peur de la honte, qui a peur de le regard de l'autre vis-à-vis de notre savoir, de notre capacité peut-être même quelconque, hein. Et donc,